Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith diffusée sur YouTube Première de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, nous recevons Steven Kaplan, grand spécialiste et ambassadeur du pain français. Bonjour Steven Kaplan. Bonjour. Vous êtes historien, vous avez enseigné l'histoire européenne à Cornell University et dans plusieurs universités françaises. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de la France des Lumières, de la Révolution française, mais aussi sur le monde du travail et de l'alimentation, comme Pour le pain aux éditions Fayard. Et puis ce tout dernier ouvrage, Transmettre, soumettre, socialiser, et c'est aux éditions également Fayard. Mais avant de commencer donc cet entretien consacré au changement dans la vie, vous vouliez revenir sur la réception de Donald Trump à Versailles par Emmanuel Macron à l'issue du G7. Oui, moi, c'est typiquement Trump. Il disait tout de suite, c'est pas de plaqué, c'est de lourd. C'est un type qui est vulgaire et inculte, mais il sait, après tout, que Versailles incarne quelque chose d'authentique. Et quand il voit quelque chose d'authentique, quelque chose qui pourrait lui donner quelque chose de valorisant, il y va. Il ne sait pas qui était Louis XIV, il ne sait pas ce que c'était Versailles comme symbole, que Versailles était imité partout dans le monde. Il sait que c'est un luxe, et s'il pouvait en faire un hôtel, s'il pouvait passer Monsieur Macron quelques milliards en crypto qu'il vient de gagner par la corruption dans ses 2 premières années, il l'aurait fait. Donc ça m'a fait rire. Je crois que pour le président Macron, c'était un joli coup et un effort constant et sans doute vain de séduire, d'amadouer Trump. Trump s'intéresse à Trump, et ça c'est le début et la fin. Donc je ne crois pas que la visite de Trump va rehausser le site touristique de Versailles, mais j'ai trouvé ça, pour un type qui était récemment à la Maison-Blanche, on le voyait avec des trucs en or, il les mettait lui-même, parce que, bon, les chiottes en or, tout en or, c'est monstrueux. Bon. Et, Une réception qualifiée de sobre, mais qui aurait coûté plusieurs centaines de ouais, milliers d'euros. ouais. Alors venons-en à notre entretien. Vous êtes né à New York en À 1943. Brooklyn. Et voilà, j'allais dire plus Ah, précisément bah à oui, Brooklyn. c'est important. Que faisaient vos parents et dans quel milieu vous avez grandi? Mon père était avocat de gauche à l'époque, vice-président du Parti du travail américain. Et il a fait, non pas une fac de droit, mais il a fait un apprentissage en droit après ses années universitaires, où il déjeunait dans la cafétéria dite Mexico City. L'autre était Moscou, donc il était avec les trotskistes et pas avec les stalinistes. Il était un avocat qui n'a jamais gagné sa vie correctement parce qu'il était tellement mêlé dans la politique. Ma mère travaillait pour Columbia Pictures. Elle était fascinée par le cinéma. Elle était un peu peintre, et elle était fille tous les deux étaient immigrés. Mon père de zone de résidence russe, ma mère de la Pologne, de l'ex-Pologne, parce que la Pologne avait été bouffée par les 3 grandes puissances. J'ai été élevé dans un milieu juif. J'étais né dans le Brooklyn Jewish Hospital. J'ai un souvenir d'avoir passé une année dans un yeshiva que j'ai détesté, et je me souviens aussi d'avoir été un spectateur par effraction dans le stade de baseball des Brooklyn Dodgers. Voilà. Et comment et pourquoi vous êtes devenu historien et pourquoi historien spécialiste de l'Europe et de la France? Je vais essayer de dire ça très rapidement. J'étais destiné de faire du droit, parce que mon père le faisait, parce que j'admirais beaucoup mon père. Il est mort brusquement, n'ayant pas encore 50 ans, quand j'étais en première année de Princeton, où j'étais déjà boursier.
j'étais très ébranlé, évidemment. Je ne croyais pas que j'allais tenir. À l'époque, Princeton jouait Princeton aux États-Unis. aux États-Unis, université, grande université, si vous voulez, un peu l'école normale ou l'équivalent. Et ils m'ont envoyé en France pour récupérer. Ils m'ont donné un billet sur Air India pour venir en France. Et ils m'ont trouvé un logement de bonne à Saint-Sulpice et une lettre au CNPF qui était à Le l'époque, MEDEF à l'époque. les MEDEF à l'époque, et ils m'ont mis dans une banque. J'ai dit, je n'ai pas de costard, je n'ai pas de cravate, je ne veux pas de banque. Ils m'ont envoyé à 22 postillons à Ivry-sur-Seine, qui était une usine de vin. À l'époque, on disait 4 Parisiens ou 5 ou 6 sur 10 buvaient du vin de postillon. C'était un vin horrible, mélange de Narbonne et d'Algérie. Ça se trouvait à Ivry-sur-Seine, dans la ceinture rouge. Il y avait un prêtre ouvrier d'un côté, un cégétiste de l'autre côté, et moi, le jeune capitaliste arrive. C'était formidable. Et ça m'a fait d'abord francophile, au coup de beaucoup de bagarres. Oncle Sam, pourquoi tu fais la guerre en Vietnam? Tu es un salaud. Mais j'ai appris à mal parler le français dans un premier temps. Et quand je suis revenu à Princeton, j'ai décidé d'être majeur en histoire parce que je voulais comprendre un tas de choses sur moi, sur mon identité, sur la France. J'avais un prof qui me disait que pour devenir un honnête homme, il fallait faire du français, il fallait comprendre la France. Donc j'étais séduit par cela. Mais un peu plus tard, quand il fallait faire la demande pour ces études post-licence, j'étais tiré entre le droit toujours. Ma mère m'y poussait. Il fallait venger mon père qui était, c'est vrai, exclu, stigmatisé parce que de gauche, d'extrême gauche. Parce que c'était l'époque du macartisme. Exactement. On a été visité, je ne sais pas combien de fois, à 6 heures du mat par l'FBI. Et mon père, qui buvait déjà beaucoup, buvait avec l'FBI du rye whisky à 6 heures du matin. Je me souviens d'avoir été envoyé avec une voisine, la fille d'un voisin qui, lui, était cousin de Rosenberg. Il était arrêté pour espionnage. On est allé au cinéma pendant que l'FBI était chez eux. Donc, c'était des souvenirs durs et difficiles, surtout parce que dans ma famille, on croyait que l'Amérique était pavée d'or, que ce n'était pas le shtetl et qu'on allait tous réussir parce qu'on bossait, on était sérieux, on avait une éthique et tout ça. Ça c'était traumatisant. Ça m'a marqué à vie. Et en partie pour ça, je voulais être avocat et venger mon père. Mais j'étais séduit par l'histoire, par la France. Et au dernier moment, j'ai opté pour un doctorat en histoire plutôt que la fac de droit. Chose que j'ai regrettée la dernière semaine de chaque mois depuis. Parce qu'on était tellement mal payés comme prof. Et les avocats, dans ma promotion, moi, sont tous des millionnaires. Et je trouve ça fondamentalement injuste. Donc, vous étiez en 62 en France comme ouvrier Oui. dans l'usine de vin Postillon. Oui, oui. Et la France est devenue donc plus qu'un sujet d'étude. C'était une passion, vous êtes venu ici, vous avez passé... D'abord, c'était une certaine fin du colonialisme, c'était la fin de la guerre en Algérie, j'avais des copains parachutistes, c'était la découverte de la lutte des classes, non pas théoriquement comme mon père me l'a appris, mais sur place. J'ai vécu avec des ouvriers qui étaient opprimés, qui étaient maltraités. Donc là, j'ai imbibé quelque chose difficile d'articuler maintenant, mais ça m'a pénétré et ça m'a obligé de repenser les choses fondamentales concernant qu'est-ce qui fait un pays, qu'est-ce qui fait un peuple. Alors on y vient. Dans votre livre, vous écrivez « Je ressens une dette à l'égard du pain ».
D'où vient cette passion pour le pain? Parce que c'est pas qu'une passion, c'est une expertise. Mais imaginez un gamin de Brooklyn qui fait d'abord le vin et puis le pain, il se prend pour l'Eucharistie elle-même. J'ai, en arrivant en France, pour la première fois, hem, cette, pour ces 4 mois à vin de postillon, j'avais faim, j'ai mis mon sac dans ma chambre de bonne, littéralement en face de l'église, Saint-Sulpice. Je cherchais à manger, j'entre dans une boulangerie, je demande un pain, disons comme ça. C'était un pain trapu, c'était un bâtard. Je ne savais pas la taxinomie à l'époque. Je ne savais pas non plus que c'était Poilane, cette boulangerie. Et je prends le pain, j'achète à côté un de ces petites bouteilles euh, style Coca-Cola du vin, sans bouchon et un morceau de fromage. Je rentre au jardin de Luxembourg, je paie pour avoir un siège parce que les fauteuils C'est payant. se louaient à l'époque devant la fontaine de Médicis. J'ouvre le pain, je mets ce pain dans ma bouche et je pourrais vous dire le sentiment d'envoûtement. J'étais tellement ému par ces arômes, ces goûts, un peu de cerise noire, un peu de patate douce. C'était absolument extraordinaire et je ne comprenais pas. Le fromage, ça ne m'intéresse pas. Le vin, même pas. C'était du vin de postillon d'ailleurs, dégueulasse. Hem et donc ça, c'est le début pour moi. La révélation. J'ai mis ça entre parenthèses, si je puis dire, parce que j'avais le vin pour tout l'été, mais j'achetais des baguettes ici et là. Ça commençait à m'intéresser un tout petit peu. C'était plus tard, quand j'étais à Yale, autre université américaine, pour mon doctorat. Très prestigieuse. Et dans un premier temps, j'allais faire l'histoire américaine parce que je voulais savoir qui j'étais. Étais-je américain ou étais-je européen déplacé? Enfin, mais au bout de 2 ans et demi, je me suis rendu compte que mon sujet de thèse, qui était sur un chemin de fer transcontinental, m'aurait obligé de passer 2 ans dans la ville de Paris, Texas, où il y a une miniature tour Eiffel. Je me suis dit non. S'il fallait passer 2 ans à Paris, ça serait dans le vrai Paris. Je changeais de sujet et j'avais 3 mois pour trouver un sujet de thèse. Et la première chose qui m'est venue, C'est c'était le le pain. pain. Parce que c'est tellement universel, c'est tellement profond comme, comme, comme chose qui n'est pas que chose, mais Comme qui a une acteur, dimension symbolique et historique. même transcendantale. euh, Mmh. et Oui, et j'ai été étonné de voir que jusque-là, quasiment personne n'avait écrit sur le pain. mmh, C'était, et alors là, je me suis, euh, engouffré voilà, dans la brèche. exactement. Vous avez préparé un CAP de boulanger comme auditeur libre et Oui, vous avez mis les mains dans la pâte, comme on dit. Alors racontez-nous. oui, j'ai été très fort en théorie, j'étais très mauvais manuellement, ça reste vrai d'ailleurs, même si j'ai fait beaucoup de pain depuis. Parce que Euh, là, vous n'êtes plus un apprenti, là. je, Vous êtes je, devenu un maître, là. mais je suis là un vénérable. Je ne suis pas si je suis un maître, mais je suis un vieillard. Et là, quand je parle du pain avec un boulanger, je parle techniquement. Je parle de la fermentation, je parle de l'hydratation, je parle de la température de la pâte. Et ça m'excite. Quand on plonge les mains dans la pâte, Oui. Yourcenar en écrit dans ses romans, et il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est un peu les 12 minutes de Lacan, plus la confession chez les catholiques, plus le rabbin qui vous, vous, vous dites que vous vous rapprochez de Dieu. Je sais pas. C'était quelque chose d'extraordinaire. Oh, là j'ai raté le CAP, mais j'ai passé 3 mois et demi rue Saint-Jacques et rue de la Roquette dans 2 boulangeries formidables. Des mecs Mmh. formidables qui ne m'ont pas craché dessus, au contraire, qui m'ont appris un tas de choses. C'était un très mauvais pain qu'on faisait, tout le monde le savait. C'était un pain quasiment sans première fermentation,
C'est un pain dans lequel on me disait Kaplan, tu mets encore une pastille. C'était la vitamine C, acide ascorbique, pour compléter tout ce qui manquait rhéologiquement, c'est-à-dire de façon physico-chimique. Et puis pour le goût, on mettait beaucoup de sel. Alors on va en parler justement tout de suite. Historiquement, le métier de boulanger était très dur, avec un travail de nuit, et les boulangers étaient victimes de nombreuses maladies, mais ça, heureusement, ça a quand même changé depuis. Radicalement, mais il y avait un moment où d'abord les boulangers allaient voir à la porte de la boulangerie, les comparer avec les garçons bouchers qui étaient forts et rougeaux, et les boulangers étaient squelettiques. Et ces types squelettiques retournaient dans un pétrin 50 et même 100 kilos de pâtes. C'était un métier très très dur. Ça commençait à 10 heures du soir, ça terminait vers 8 heures du matin. Il n'y avait pas de dimanche. Oui, la tuberculose était la maladie la plus importante fin 19e. Et en pétrissant, le boulanger perdait en moyenne 5 kilos de fluide qui allait dans le pétrin. Donc on a introduisait rapidement les pétrins mécaniques qui avaient été résistés jusqu'à là. Avant, c'était des maladies de peau et des maladies de poumons. Métier dur, les boulangers mouraient avant les autres. Tout ça maintenant, on a tellement réduit la pénibilité qu'on pourrait imaginer que maintenant, c'est un métier facile. Non, ça reste très Ça reste difficile. un métier très dur. Il ne faut pas avoir une illusion là-dessus. Et c'est un métier que beaucoup de jeunes gens, après avoir fait leur CAP, ne restent pas. Il y a une perte énorme d'apprentis boulangers après un an. C'est triste parce que c'est un beau métier. Mais le pain avant-guerre, est-ce qu'il était meilleur qu'aujourd'hui? Quels sont les critères d'un bon pain? Bon, quand le bon pain était de retour, quand le pain est devenu mauvais, le pain est devenu mauvais sans doute au début du siècle avec l'abandon du levain en faveur de la levure. Ici, je montre l'alvéolage d'un pain, c'est-à-dire la structure de la mie. On veut que les trous qu'on voit, les cavités, soient inscrites sauvagement dans une peau charnelle. Il faut une certaine concupiscence presque dans le regard qu'on porte sur le pain. Notez que ce n'est pas un pain blanc, c'est nacré, quasiment jaune. On voit un bon pain, il y a 6 critères. Il y a l'aspect qui doit vous donner envie, et il y a la croûte qui doit être croustillante, c'est-à-dire il faut cuire le pain et pas juste la saisir. Et il faut avoir une caramélisation qu'on peut sentir. Il faut une structure comme je viens de vous décrire. Oui, Et il faut une mâche qui n'est pas agressive et qui va vous inciter d'aller plus loin. Et puis il y a les 2 critères régaliens, si je puis dire. Il y a les arômes et il y a le goût. Et ça doit vous vraiment transporter ailleurs. Oui. Et alors le pain a joué un rôle très important dans l'histoire de France. On se souvient du mot de Marie-Antoinette, alors que le 5 octobre 1789, des milliers de femmes marchent de Paris vers Versailles. C'est la disette, le peuple a faim, le pain manque, et on prête cette réplique à la reine Marie-Antoinette: s'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. Oui. C'est une formule que les anthropologues ont retrouvée dans d'autres cultures. Est-ce qu'elle avait dit ou non? Elle n'était pas si bête que ça. Elle était sous la tutelle de sa mère, qui était un grand diplomate. Je ne crois pas qu'il l'a dit, mais l'idée était, une autre expression, c'est que le peuple mange des trognons et qu'il ne se coupe pas du pain. Ce qui se passait est très simple. Il y avait un accord que j'appelle moi le contrat social des subsistances. Le roi, dernier boulanger, dernier recours, allez vous garantir contre la faim si vous vous soumettez, si vous payez votre impôt, si vous acceptez d'être conscrit dans l'armée, si vous vous soumettez. Or, le roi boulanger, pour diverses raisons, a failli. Et donc les femmes qui, elles, se chargent un tout petit peu de la nourriture encore aujourd'hui, on les appelle en anglais gatekeepers, celles qui
qui tiennent la porte, si je puis dire, ben, elles sont allées ramener qui? Le boulanger, la boulangère et le petit mitron, le dauphin. Et Louis XVI n'a pas compris que s'il était roi par la grâce de Dieu, il avait pour mission de protéger le peuple de la famine. Et il avait déclaré: «Le bon Dieu m'a fait roi de France et ne m'a pas fait grand panetier». Est-ce que d'après vous, la leçon, elle a été tirée par l'ensemble des successeurs à la tête du pays? Louis XVI était en quelque sorte touché par ce courant libéral associé avec les physiocrates, un groupe de philosophes au XVIIIe, poussé aussi par Turgot, qui était une figure politique majeure. L'idée, c'est que si on ne fait rien, le marché va tout faire. Turgot disait que la seule recette pour guérir la cherté ou la disette, c'était la disette. Plus de disette va attirer plus de grains. Le problème, c'était dans les périodes de transition, des milliers de morts, des gens morts d'inanition ou de maladies, autre chose liée à un manque de nourriture. Donc, je crois que ce moment libéral était un moment assez aberrant. Et je crois après, les gouverneurs de toutes sortes sont revenus à ce qu'on appelle aujourd'hui l'État-providence, à la notion que la légitimité du roi ou du président ou du chef dépend de sa capacité de contenter le peuple sur un minimum, sur la denrée de première nécessité. Et c'était vrai, et je crois que c'est toujours plus ou moins vrai, même dans une société qui est excessivement libérale. Oui, parce qu'on n'est plus dans une monarchie de droit divin, c'est le Non. peuple qui est souverain, mais le président ne doit pas oublier qu'il est là pour protéger le peuple. Et alors j'ai retenu dans votre livre cette phrase de Jean-Jacques Rousseau: «Le pauvre aime mieux le pain que la liberté». Oui, ça c'est un grand débat. Quand j'étais jeune homme, et, dans une école à Brooklyn, j'avais un prof de ce qu'on appelait civique, qui était ancien comme mon père des trotskistes, qui disait il y a un choix entre la Russie où il s'agit des 6 sandwichs et les États-Unis où il y a les 6 libertés. Les libertés sont formidables, mais si on n'a rien à manger, on va se tirer, on va aller vers les sandwichs. Simpliste, c'est pas binaire, mais Rousseau avait compris quelque chose de fondamental, que l'économie morale, qui est celle qui sous-tend toute revendication populaire, l'emporte sur l'économie de marché. Et il y a eu le pain noir ou gris, de mauvaise qualité et Ouais. rationné pendant les 2 guerres mondiales. Ouais. Mais le pain, lui, il a quand même jamais perdu son statut d'aliment à la base de la vie. Non, non, mais le gouvernement français, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, Mmh. était très anxieux et a convoqué une énorme assemblée scientifique pour, en quelque sorte, blanchir le pain, pour redonner au pain le sens d'une part, de sa centralité comme aliment, mais d'autre part, que c'était quelque chose de solidement bon, que sanitairement, hygiéniquement, c'était bon. Juste après, il y avait l'expérience du pain maudit dans le Gard, où le pain a tué entre 5 et 7 personnes et rendu fou 40 autres, rendu malade 300 autres. Ça, c'est en Euh, 1951 51 à Pont-Saint-Esprit, et en n'autant Provence. personne, pas un seul ministre est venu. Aujourd'hui, il y a une petite drame, il n'y a pas de petit drame, il y a un drame, disons, relativement... Bon, il y a 11 ministres qui courent. Là, la France était alimentairement très inégale. Il y avait des provinces ou des départements, des dépotoirs et d'autres qui étaient bien servis. Donc cette histoire du pain, oui, le pain restait le pain de vie et le pain de liberté, mais pour certains, c'était le pain de privation. Et également, notons ça, parce que c'est tellement important, le peuple français se soulève quand le pain manque, la disette, comme vous dites, mais aussi quand le pain est mauvais. C'est ignoble, inacceptable pour le peuple de ne pas avoir un pain de bonne qualité, d'où cette phrase, fin 18e, début 19e, moi, ouvrier, je veux manger
le pain de la chaussée d'Antin. La chaussée d'Antin était l'endroit où vivaient beaucoup de patrons. Je veux manger le pain de mon patron. On est en contradiction en quelque sorte à long terme parce que le bon pain à l'époque c'était d'abord blanc, blanc pur, Blanchi. blanc ascension sociale, blanc quelque chose de très positif. Maintenant on a compris dans une autre logique que ce pain blanc était insipide et dénaturé. Et le pain a été l'objet de croyances, mais il a un rapport avec le sacré. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, le Christ fait des miracles en multipliant les pains. Et lors de la scène, Jésus rompit le pain, il le donna à ses disciples en déclarant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Pendant très longtemps, gaspiller le pain, c'était un sacrilège. Aujourd'hui, il s'est profanisé, c'est banalisé. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que le pain, dans beaucoup de religions, a cette dimension sacrée. Et une dimension très importante qui indique, encore une fois, que le pain est le grand symbole de la vie, de la paix, de la concorde, de la fraternité. Et évidemment, quand cette sacralité est en quelque sorte détournée par un roi qui ne veut pas justement assurer l'approvisionnement de pain, le, le, le roi ou le président est désacralisé, en quelque sorte, il perd sa légitimité, et l'intime relation entre le sacré et le pouvoir, ça existe encore aujourd'hui, même si en France en particulier, on est un pays où on pratique peu l'expérience Du sacré. de l'hostie. Après-guerre s'est développée l'industrialisation du pain, avec la recherche du pain blanc, vous nous l'avez dit, ou blanchi. La baguette, elle était devenue abondante, mais elle n'était pas chère, pas bonne. Pourquoi cette déchéance, d'après vous, du pain et du goût pour le pain? Mais c'est difficile de dire ça rapidement, mais j'essaie d'expliquer ça. Avec la modernisation, surtout après la Deuxième Guerre, où la leçon était américaine, et où le plan Marshall arrive pour sauver la France de la famine, parce que la France était en disette entre 1945, où il y avait des émeutes en Normandie qui faisaient penser à la guerre de farine de Turgot du XXe siècle, et il y avait ce sentiment que pour s'en sortir, il faut mécaniser. Et c'est ça qui va réduire la pénibilité, qui va nous sauver d'être des mineurs blancs, comme disaient Marx et Georges Sand. Donc, mécaniser, accélérer, aller plus vite. Et le goût, ça semblait presque trivial par rapport à cet enjeu juste de donner des calories lourdes après une longue expérience de privation de la guerre. Donc, on est allé très vite. On a pétri trop vite, on est passé au pétrissage intensifié après la guerre, on est allé à une semi-mécanisation où il y avait les fours réfractaires, les sols réfractaires étaient virés, on mettait des fours où on pouvait passer beaucoup plus de pain, en formé par machine, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tournage, où on faisait tout dans une logique qui était à la fois d'efficacité, de réduction de pénibilité et surtout de production pour que les gens puissent manger. Ce pain, par rapport au pain pendant la guerre, le pain caca, comme on disait, ce pain était blanc, trop blanc même. C'était beau, c'était gonflé comme aimaient les Français, mais c'était un leurre, c'était un miroir aux alouettes. Et rapidement, on a compris que ce pain était insipide, sans goût, sans arôme, sans intérêt. Et il fallait longtemps pour revenir. Or, dans cette brèche-là arrivent les industriels. Les industriels étaient des anciens artisans, ils comprenaient bien le pain. Ils ont compris que nous, on peut faire ce pain médiocre pour beaucoup moins. Et ils ont instauré des terminaux de cuisson, souvent en face d'une boulangerie artisanale. C'était un coup terrible, parce que pour le boulanger, toute concurrence est déloyale. Il considère historiquement, il doit avoir une zone de chalandise qui est à lui.
et les boulangers étaient très démoralisés, n'étaient pas prêts à se mettre en question. Il fallait 30 ans finalement, l'arrivée massive des meuniers dans la boulangerie, qui était une autre transgression, parce que normalement, chacun a son métier. Mmh. Les meuniers ont compris que si on ne redorait pas le blason du pain, c'était perdu, parce que avec les 30 Glorieuses, avec un lent retour vers une prospérité, le gagne-pain cédait au gagne-beefsteak, et Oui. peut-être le pain, assez rapidement, si on continuait à prospérer et à diffuser cette prospérité, allait Paraître, disparaître. oui, parce qu'après, c'est la viande qui a eu son heure de gloire. Aujourd'hui, c'est les fruits et légumes. Bon, alors les boulangers, en tout cas, ont accusé l'État de bloquer les prix. Et vous dites, les boulangers entretiennent depuis toujours une attitude profondément ambivalente à l'égard de l'État. Oui, Ils veulent être totalement libres et en même temps protégés. oui, Mais est-ce que ce n'est pas un peu vrai de plusieurs professions libérales ayant certainement. une mission de service public? Certainement. Et vous avez parfaitement raison d'indiquer, de suggérer que la mission des boulangers était toujours en partie de service public, même si les boulangers étaient toujours des entrepreneurs. Les boulangers voulaient être libres, mais ils ne voulaient pas être victimes, bouc émissaire pour des disettes. Quand le prix était fixé par l'État, le boulanger pouvait dire « c'est pas moi, c'est l'État qui a imposé ce prix haut, hors d'accès ». Le boulanger aimait cette idée-là. Quand le boulanger ne pouvait pas trouver de la farine, il aimait que l'État faisait venir de Gdansk des blés polonais ou d'Ukraine pour permettre aux boulangers de faire de la farine. Et en même temps, quand les choses allaient plutôt bien, le boulanger voulait dire « mais moi, je veux mettre le prix que je veux à mon pain ». Or, le prix du pain en France était fixé. Les gens ne le croient pas quand je le dise et quand je l'écrive, jusqu'à la fin de 1986. Je ne me trompe pas de siècle, 1986. Et alors la consommation de pain, elle est passée en un siècle de 900 grammes par jour à environ 90 grammes par jour. Et la médecine moderne, elle a également une responsabilité dans cette dévalorisation du pain parce qu'on a insisté lourdement sur le fait qu'il était très riche en calories, en glucose, qu'il avait un fort index glycémique, ce qui n'est pas bon pour les diabétiques. Est-ce que vous pensez que ça a contribué à la baisse de la consommation? L'index glycémique, c'est très récent, et on était déjà dans une lourde tendance De de baisse. désaffection et de rejet. Qu'est-ce qui se passait? D'une part, on entre dans une phase d'abord d'industrialisation généralisée, transport public, chauffage central, mécanisation dans quasiment toutes les productions. On avait moins besoin des calories lourdes, donc on pouvait en manger moins sans être menacé. Deuxième chose, avec une lente diffusion de la prospérité, on pouvait commencer dès la fin du 19e, lentement, je souligne, à diversifier son régime alimentaire. Donc la dépendance sur le pain, qui avait été totale, vraiment jusqu'au milieu du 19e, même un peu plus, parce qu'il faut stratifier par groupe ou par classe sociale, on était libéré de cette tyrannie, en quelque sorte. Donc, les gens en mangeaient moins, réduisaient leur consommation. Ça, on trouve ailleurs aussi. Bon, ce qui est spécifique à la France, pour moi, en tant que, disons, historien et quasi-boulanger, c'est que en France, les gens ont commencé à dire le pain n'est pas bon. C'est-à-dire il y avait une désaffection sensorielle. Ils avaient moins besoin de manger, mais si le pain avait été délicieux, si le pain avait été justement somptueux, si ça faisait danser les papilles dans la bouche, je crois qu'on ne serait pas tombé de 400 grammes par tête juste avant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est à... C'est très débattu. Les syndicats disent plus, je dirais, d'après l'INSEE et d'autres indications, 60 grammes pro capite, peut-être un peu moins, les femmes moins, les enfants moins, les vieux comme moi davantage. Donc c'est ça le drame de la boulangerie. C'est la chute continue
de la consommation de pain. Et vous craignez que les Français aient perdu le goût du bon pain alors qu'ils ont gardé le goût du bon vin. Et vous regrettez l'absence de sommelier pour le pain. Oui, Et aujourd'hui, le pain, c'est plus un acteur politique en France. Le vin, lui, il reste très lié à la politique. Les vignerons, eux, ils savent se faire entendre du pouvoir. ils savent, les vignerons, parce que c'est d'abord une histoire d'élite. Le pain, c'est populaire. Le pain, c'est un aliment, si on peut se permettre, démocratique. Moi, je vise, et j'ai toujours visé, le populux. Je veux un pain qui est absolument délicieux, mais qui est abordable pour les gens qui n'ont pas les moyens. Sur le plan politique, les syndicats pèsent, les meuniers discrètement, les boulangers plus ouvertement, et l'État écoute parfois. Monsieur Raffarin, plus tard Premier ministre, en disait dans les fournis Raffarine. Il était ministre de l'Artisanat quand j'ai participé avec d'autres à créer la fête du pain. On a aussi écrit le décret pain du 13 septembre 1993. C'était une anti-baguette blanche. L'idée, c'était de réimposer une longue première fermentation, dite le Qui va pointage. durer plusieurs heures. Exactement, et qui, en quelque sorte, assurait pas simplement les besoins rhéologiques, mais également des arômes et du goût. Et ça exigeait une autre façon de faire le pain. Les syndicats avaient peur que les boulangers avaient oublié comment faire le pain. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il n'y avait plus de levure, ils ne savaient pas faire un levain. Il fallait qu'on distribue des feuilles volantes pour expliquer comment faire cela. Donc en 1993, il y avait cet effort donc, de changer les choses. Je crois que c'était important. Mais même aujourd'hui, quand vous rentrez dans une boulangerie, quand vous demandez une baguette et quand vous ne dites pas une baguette de tradition, vous vous trompez. Et vous vous trompez. Non pas parce que je suis l'ayatollah du goût, mais si on prend 100 personnes, et j'ai fait ça dans combien de groupes d'évaluation, tout le monde vous dirait, en comparant une baguette blanche avec une baguette de tradition, c'est nuit et jour. C'est plus cher, certainement. On peut l'avoir pour les week-ends au minimum, mais aujourd'hui, sur les 6 milliards ou 7 milliards de baguettes annuelles, 70%, c'est toujours la baguette blanche. Nostalgie pour la pureté, nostalgie pour notre époque, simple envie de pousser la sauce, ou, comme disait Kaplan dans ce livre pour le pain, un cri de cœur, est-ce que le goût fout le camp en France? En tout cas, il y a toujours eu des résistants comme vous, défendant le bon pain. Et à l'époque du mauvais pain, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais vous ameniez au restaurant votre propre pain. Oui, Vous le faites toujours? Je fais toujours. Et j'ai toujours une sacoche ou un sac à dos. Parce que j'aime pas l'idée qu'on peut aller dans un restaurant, on peut avoir des mets formidables, une liste de vins et 120 de postillons, qui n'existent plus d'ailleurs, et on nous donne un pain scandaleusement rassis, sans intérêt, même quand c'est frais. C'est scandaleux et c'est pas acceptable. Donc, discrètement, je demanderai au maître d'hôtel de me permettre de sortir quelques morceaux de bon pain. Je crois que la honte est puissante. J'étais l'autre jour à New York dans un restaurant français. Le repas était formidable. Et on a eu un linge beige magnifique qui a dû coûter $1000. C'était un capitaliste qui nous invitait. Le pain était dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Et il y a de bons pains à New York. C'est pas parce la que ça baguette n'existe française, pas. elle est très appréciée. C'est plus le cas Énormément. à New York? Si, c'est apprécié. Il y a d'autres pains aussi, des pains rustiques, des grosses pièces, même des pains faits avec des anciennes variétés. Mais je dirais au jour le jour, votre baguette à Tokyo est meilleure que votre baguette à Paris. Est-ce que j'ai dit ça? Oui, je vous venez de retire le mes dire, propos. vous venez de dire. En tout cas, il y a eu aussi le mouvement des paysans boulangers. Oui. Et on assiste quand même aujourd'hui à un renouveau du pain avec la baguette de Bien sûr, tradition, le bien pain à la meule. Que pensez-vous par exemple du pain bio? Est-ce que ça, c'est l'avenir? Pour moi, c'est l'avenir dans la mesure où
j'ai vécu dans des fermes de l'application des produits phytosanitaires. Euh, 2 jours de cela m'a changé la vie totalement. Je considérais que le bio était l'arrogance du boulevard Raspail, un truc bobo que je trouvais insupportable sur le plan social et moral. Mais quand je voyais ces martiens, ces astronautes qui allaient mettre ces produits phytosanitaires, et quand je voyais sur certaines études à Poitiers et ailleurs que le niveau de cancer chez les paysans qui pratiquaient le phytosanitaire était très élevé, je me suis dit, mes petits-enfants, je veux qu'ils mangent du bio. Mais le bio, je maintiens contre certaines d'autres que ça ne change pas de goût. C'est-à-dire que le bio nous donne des garanties sanitaires majeures, mais ne me dites pas, parce que j'ai fait des comparaisons de dégustation, que le bio est meilleur en arôme ou en goût, parce que vous êtes idéologiquement conditionné, si on ouais. dit ça. Le pain est un acteur historique important. Il reste un marqueur quand même d'identité en France. Et vous dites l'héritage, c'est une affaire de l'avenir, pas du passé. Donc à l'étranger, on apprécie quand même encore la baguette française. Énormément, mais comme avec la cuisine française, je l'ai noté ce dernier séjour que je viens de faire, des boulangers d'un peu partout commencent à dire la France, ce n'est plus le seul mec du pain. Il y a du pain suédois, il y a du pain danois, il y a des Coréens du Sud formés chez Viron à Chartres, où j'étais consultant dans le temps, qui viennent pas simplement à New York, mais même à Paris pour expliquer aux Français ce que c'est le bon pain. Donc, il faut éviter l'arrogance de certains chefs cuisiniers pendant très longtemps qui ne croyaient pas un instant que Escoffier allait être mis au défi. Le pain français est toujours estimé, mais il faut que les boulangers continuent de projeter l'image d'innovation et l'image de changement. Les anciennes variétés sont plus faciles à trouver à Brooklyn aujourd'hui que dans certains endroits en France. Vous parlez de Brooklyn. Donald Trump, il apprécie Versailles, mais est-ce qu'il préfère la brioche à la baguette ou la baguette à la brioche? Ce qu'il préfère surtout, c'est des buns de McDo qui sont encore plus insipides, encore plus dénaturés que tout autre mélange de farine, d'eau et de sel. C'est pas un bon test. Euh, et, euh, mais, mais, euh, mais la France reste tout de même par son intimité avec le pain. Quand je passe dans les boulangeries à New York, les gens me parlent de certains boulangers français qui ont marqué leur parcours. Ça me touche toujours énormément. Euh, mais je crains qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de confusion, on est dans une espèce de chaos discursif. Les paysans boulangers qui étaient formidables comme acteurs en obligeant les gens de repenser les choses, expriment souvent un dédain pour les boulangers conventionnels que je trouve gratuits. Les boulangers conventionnels ont pour les paysans boulangers et pour les gens qui font du bio une attitude que vous êtes un élitisme qui se fait passer pour un populisme, vous êtes des hypocrites. Et pendant tout ça, la boulangerie industrielle s'améliore, s'améliore, s'améliore. Au moment où moi, j'étais dans une dégustation à Los Angeles il y a un an ou deux, et j'avais honte. Je croyais qu'un pain surgelé et réchauffé, un pain bio d'ailleurs, était un pain artisanal. Donc, le part de marché des industriels en 1960, zéro. Aujourd'hui, 44-45% du marché. Les boulangers conventionnels sont paniqués à juste titre. Les paysans boulangers, c'est formidable, mais ils restent plutôt à la marge. Et en continuant un discours de stigmatisation et même de mépris, ils n'avancent pas la cause. J'aimerais voir les états généraux du pain
tout le monde vient de parler, comment sauver le soldat peint. On espère que votre appel sera entendu. Merci beaucoup, Steven Kaplan, d'être venu. Merci Merci à infiniment. vous. Et merci à vous tous de votre attention. Et on se retrouve très bientôt avec toute l'équipe. Pauline Husson, Laura Burlou, Xavier Chemisseur, Ava Luquet, Mandy Eshmati, Samia Meteni et Aline Chardin. Merci à vous tous.